On reçoit à présent quelqu'un qui était là il y a quelques semaines déjà, Yves Defleur. On va parler de bien-être, on va parler de santé. C'est dans Gadiam Réunionnais. Bonsoir Yves Defleur. Bonsoir. Alors, on revient à ce sujet qu'on avait laissé un petit peu en suspens. C'est le bien-être. On arrive dans 3 semaines, c'est les vacances. C'est l'occasion, peut-être aussi pour ceux qui ont le temps, c'est de s'occuper de leur santé. Oui, c'est ça. Je pense que oui, il faut prendre le temps des vacances pour se mettre au repos, pour se mettre au vert et voir comment faire, comme dans le temps, la purge, le système de purge et de nettoyage. Alors, on va rappeler d'abord que la purge, c'était donc 3 jours de sel et 3 jours d'huile de ricin. Dans le temps. C'était dans le temps. Aujourd'hui, se purger, se nettoyer, quelles sont les différentes solutions qu'on propose? Alors, il y a plusieurs solutions. Il y a le système d'un repas par jour, par exemple, ou manger que du verre, essayer de mettre un maximum de verre dans son alimentation. Alors, on va d'abord rappeler qu'un repas par jour, c'est le jeûne thérapeutique. C'est offrir à son corps 16 à 20 heures de repos, enfin un peu moins, de repos pour qu'il puisse se nettoyer. Oui, un repas par jour. Alors, quelles seraient à ce moment les incidences sur le corps? Parce que quand on mange qu'un repas par jour, que ce soit le matin ou le midi, le corps à un moment donné faiblit. Faibli, oui et non. En fait, le fait de faire qu'un repas par jour, on devient beaucoup plus conscient de ce qu'on mange. Donc déjà, le matin, c'est le premier repas du matin qu'on prend. Donc déjà, là, on fait un repas salé et non sucré. Quand on a fini ce repas, en général, on se met à boire de l'eau toute la journée. Donc normalement, on ne devait pas avoir ce problème de faiblir. Il y a une chose quand même qu'il faut reconnaître, c'est qu'on dit que quand on mange un repas par jour, est-ce que le corps a suffisamment... Parce qu'on dit que le corps a emmagasiné beaucoup de choses, beaucoup de graisse, déjà d'une part, mais le corps, malgré tout, faiblit. Il y a des vertiges, la tête tourne. C'est pas simple pour ceux qui va manger qu'un seul repas par jour. Alors, si ça fait cette impression-là, c'est très bien. Ça veut dire que le corps est en train de chercher à l'intérieur comment compenser. Donc, c'est une détox qui commence. Et ça, c'est très important. D'accord. Dès que quelqu'un me dit « oui, mais j'ai fait un repas et j'ai commencé à faire des vertiges », je suis contente. Parce qu'au moins, le corps réagit. Parce que si on mange pas, on est toujours pareil, ça veut dire que le corps, ça n'a plus de sens, quoi. Oui, mais quand on conduit, quand on a des activités... Si on boit de l'eau, au moment de la conduite, on garde toute sa vigilance. Parce que la perte de... Enfin, la perte, c'est pas la perte, mais le corps a la sensation qu'on lui donne plus ce dont il a besoin. Mais il utilise ce qu'il y a déjà dedans, en réserve. On a des réserves. Non, ça on sait. Ouais. Quelle que soit la personne, il y a des kilos de réserves à l'intérieur. Oui. On utilise ces réserves. Ça, c'est normal. Donc un repas par jour et beaucoup d'eau pour le drainage. Oui, beaucoup d'eau. C'est l'antioxydant le plus puissant. Et l'autre, c'était donc manger des produits verts. Voilà. Alors, on se met, je sais pas, aux épinards, au brai de morel, au brai de pariater, qui est excellent, et puis un peu de mouroung. Donc, on prend ça avec seulement du riz trempé qu'on a cuit, et c'est très bien aussi. Alors, on a trempé le riz avant. La veille, pour enlever l'amidon à l'intérieur, surtout pour gonfler le riz. On gonfle le riz, la digestion est déjà travaillée sur la moitié. Donc, le corps utilise moins de force et d'énergie pour terminer la digestion. Donc, on travaille moins les organes. Les organes restent reposés, mais on est quand même nourri et on est quand même en santé. D'accord. Et ça, c'est les 2 méthodes. Est-ce qu'il y a d'autres méthodes tout aussi simples, à la rigueur, ou plus simples, avant de parler d'hydrothérapie? Est-ce qu'il y a d'autres méthodes qui nous permettent de nettoyer le corps? Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde dans tout ce qui est c'est parapharmacie, parce que c'est pas vraiment de la pharmacie, c'est de la parapharmacie. Qu'est-ce qu'il y a comme produit aujourd'hui pour drainer, pour le détox? Et ça, est-ce que ces produits-là sont conseillés? Je veux pas aller contre le système économique du pays, hein. J'essaie d'être sage, mais je pense que notre première pharmacie, c'est notre corps. Donc, si on fait du sport, on transpire et on boit de l'eau, on marche,
on travaille nos articulations, on fait bouger tout ce qui s'appelle articulation, c'est déjà la détox. D'accord. Alors, comment conseiller, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, les personnes actives, on va dire comme ça, qui ne prennent pas le temps ou qui n'ont pas le temps de faire des cures, eux, c'est beaucoup de produits, souvent. Mais ça va pas les emmener bien loin, hein. Je suis désolée. Parce que les produits, ça demande les reins de beaucoup travailler, le foie de beaucoup travailler. Le but, c'est quoi? C'est de mettre le corps au ralenti. Si on donne des compléments comme vous avancez, eh ben, le corps, il va tout le temps travailler. Les organes, ils vont toujours travailler. À un moment donné, il faut mettre les organes au repos. Donc, personnellement, je suis pas trop d'accord des compléments alimentaires. Il faut que quand on mange, en temps normal, on mange des aliments complets et sains et en petite quantité équilibrée. Ça fait le yin et le yang et on est toujours bien. Quand on va se mettre en vacances, on se dit, bon, on prend une semaine pour se mettre au vert. Là, on change d'alimentation, plus d'habitude alimentaire. On essaie de, je sais pas, quelqu'un qui mangerait du riz, des choses. Tiens, allez, hop, on commence avec un sauce au maïs, un morceau de manioc, un peu pomme en l'air. Voilà, on mange des choses qu'on n'a pas l'habitude. Comme ça, le corps, il se dit, il y a quelque chose qui va pas là. On me donne pas la même alimentation. Donc, il va essayer de bouger. Et c'est là qu'on perd les kilos. C'est là qu'on fait partir nos graisses, en fait. C'est essayer de temps en temps de déstabiliser le corps. Et puis, se mettre au sport. Ça, il n'y a pas de secret. On se met au sport, on a toujours un bon mental, on est toujours tonique et c'est l'énergie. La vie, c'est l'énergie. Alors, quand on parle de sport, on va juste parler de la marche, de la randonnée, parce que c'est ce qui est le plus simple. Mais quand on fait 2 à 3 heures de marche, c'est très bon pour le corps, parce qu'au-delà de 45 minutes de marche, le corps commence à libérer des éléments comme l'endorphine, par exemple. Voilà. Et c'est vrai que ça on appelle ça l'hormone du bonheur. C'est bon pour le corps, en tout cas. Très bien, très bien. Parce que déjà, là, le mental, il se libère. On avait un souci peut-être avant la marche, et tout d'un coup, on voit la mer de notre couleur, on voit les arbres autrement. Donc, c'est ça. Travailler, c'est bien, mais on ne peut pas passer sa vie à travailler. Il faut se donner le temps. Le corps, c'est comme une machine. La voiture, elle roule pas tout le temps. Le tractopelle, il roule pas tout le temps. À un moment donné, il s'arrête. Et notre corps est pareil. Mais quand on s'arrête, le problème chez l'être humain, il s'arrête, mais pour reprendre autre chose. Donc non, on s'arrête, on fait une balade, on va à la mer, on laisse le corps vivre avec la nature. Je pense que ça, c'est important. D'accord. Donc, le troisième point, c'est l'activité physique. Et l'activité physique, ça peut être totalement ludique. Du vélo, de la marche, bien sûr. Des balades avec bonne compagnie. Avec ses proches. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, pourtant les sentiers sont là, on ne va pas dire que les collectivités, que les politiques n'ont pas travaillé à ça. Aujourd'hui, en tout cas, il y a des sentiers, il y a vraiment des endroits magnifiques, des sites magnifiques pour pouvoir s'aérer l'esprit et les poumons. Mais qu'est-ce qui fait que l'être humain a du mal à se donner un coup de pied au derrière pour dire il faut y aller? La paresse. C'est la paresse? La paresse, la télé, c'est tellement bon d'être dans un fauteuil avec son petit verre et regarder les films, regarder des choses. C'est la télé, hein. D'accord. La paresse, non mais c'est ça. Donc c'est à ce niveau-là que ça se passe. Alors on va avancer pour que maintenant puisqu'on parle de paresse, il y a ceux qui aiment bien se mettre sur une table de massage, qui aiment bien se mettre dans les mains d'un kiné, d'un ostéopathe, de quelqu'un qui fait de l'hydrothérapie par exemple. Ça, c'est pas la paresse, parce que c'est des grosses prises de conscience. Quand on fait un soin d'hydrothérapie, on va un petit peu en arrière. Il y a énormément d'émotions au niveau des intestins. Alors, le petit intestin, on le touche pas, mais le fait de nettoyer le côlon, on va vider aussi le petit intestin. Le petit intestin, ça peut faire 6-7 mètres. Donc, pendant je ne sais combien de temps, ça n'a pas été bien nettoyé. Donc, quand on fait ça, évidemment, la personne va avoir des coliques, il va y avoir des remontées au niveau émotionnel. Donc, on est obligé de parler de son passé, de l'histoire de son enfance ou d'un deuil mal passé. Et donc, c'est un travail. C'est vraiment pas repos, c'est un travail. Mais après, il y a ce bien-être qui arrive et c'est ça qui est important. Que les gens prennent conscience et ben voilà, je me suis dégagée de cette histoire qui me freinait en fait, qui me bloquait. Je pouvais pas aller de l'avant.
Donc, c'est pas vraiment repos, l'hydrothérapie. Hein. On va juste faire un petit point avec puisqu'on est dans une posture freudienne, justement, aller dans la psychanalyse, aller chercher dans le corps, dans l'esprit, les blocages, les traumatismes, les névroses, puisqu'on parle aussi de ces souvenirs-là. La neuroscience actuellement se penche beaucoup sur les traumatismes donc du passé. Aujourd'hui, quand un individu a besoin, ne serait-ce que de se confier, c'est quelque chose de paradoxal, mais les soins du corps aujourd'hui permettent de libérer. Oui. C'est ça les soins du corps permettent de libérer l'esprit. Oui. C'est un peu un paradoxe ou pas? Mais non, parce que le corps, c'est un. L'épaule ne marche pas sans les jambes. Les pieds ne marchent pas sans les mains. Regardez votre main, il y a 5 doigts. Pas un seul doigt ne se ressemble. Le petit doigt a besoin du pouce, le pouce a besoin du majeur. La vie, c'est ça, le corps, c'est ça. Le petit a besoin du grand, le grand a besoin du petit. Le président de la République a besoin de ces petits mondes-là. Et le petit monde a besoin du président de la République. La main, c'est ce signe-là. Dans certaines religions, la main, c'est le sigle de leur religion. Parce que ça a un sens. Et le corps, c'est pareil. On ne peut pas dire que j'ai mal à la tête et c'est ma tête qui fait mal, c'est pas vrai. C'est parce que j'ai eu une émotion, un choc, qui fait que ça m'a bloqué là et du coup, j'ai plus les idées claires et j'ai mal à la tête. Donc, on ne peut pas dire je soigne ma tête parce que j'ai mal à la tête. Il faut se dire que le corps, c'est un. On a eu un traumatisme, que j'avais 10 ans, 8 ans, 7 ans ou 40 ans. C'est là. Et quand on fait un soin, ce massage, cette façon de se lâcher dans les mains d'un thérapeute, de pouvoir raconter, de pouvoir pleurer, de pouvoir rire comme un fou, c'est important. Vraiment important. Et quand on fait de l'hydrothérapie, la personne qui est sur la table pour l'hydrothérapie vit ces moments, vit ces blocages psychologiques. Oui, totalement. Totalement. Parce qu'il y a des endroits au niveau des intestins, on ne peut pas décoincer. La personne qui dit « mais j'ai une colique », c'est l'endroit où, par exemple, c'est le passage d'un deuil, parce que c'est au niveau des émotions, des points bien précis, c'est le passage d'un deuil. Mais là, est-ce que vous n'avez pas perdu votre grand-père, votre maman, une sœur ou un ami proche, que le deuil n'est pas fait, que pour vous, cette personne existe encore? Vous avez dans vos rêves, dans vos cauchemars, ou comme ça, on passe sur la route, on a l'impression non. Voilà. Et on parle de cette personne-là pour que la personne accepte de dire, ben voilà, cette personne est partie, j'accepte et ma vie continue. Et c'est important. D'accord. De se libérer. C'est vrai aussi que celui qui fait du Reiki, celui qui fait autre chose comme bien-être au corps, on travaille là-dessus. Juste se rappeler que j'allais dire la médecine, mais plus que la médecine, on situe le deuxième cerveau au niveau de l'estomac. Totalement. Quand un enfant veut pas aller à l'école par peur, maman, j'ai mal au ventre. Oui. Quand on va affronter quelque chose, ou un examen, là, le bac, je pense la moitié des enfants avaient mal au ventre le jour du bac. Oui. Et pourtant, y a rien. Dès qu'ils arrivent en cours, ils commencent à travailler, ils commencent à respirer, ils s'oxygènent. Parce que dès qu'on a peur, qu'est-ce qu'on fait? On bloque la respiration. C'est ça notre première alimentation. Emmener ce prana à l'intérieur. Le prana, c'est cette belle énergie qu'on prend dans la nature et en confiance en soi. Donc, dès qu'on apprend ça à nos enfants, automatiquement, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur, ils réutilisent pour pouvoir être bien. Et dans notre estomac, il y a des points sensibles, dans notre côlon, dans les intestins, il y a des points sensibles qui captent tout ce qui ne va pas dehors. Et ça reste dedans. Le fait de se libérer, de respirer, on emmène ce prana, qui est quelque chose de noble à l'intérieur, qui libère justement nos points de tension. Alors, comment aujourd'hui dire aux gens que, voilà, vous avez l'occasion, avant c'est toujours ça, quand on dit on purge, mais on rafraîchit aussi. Avec la rouroute, on mettait infuser des tiges de banane dans de l'eau. On trouvait tout moyen parce qu'avant les repas étaient très épicés et très gras, mais nos grands-parents avaient l'habitude toujours de boire du rafraîchissant. Ça se fait plus aujourd'hui non plus d'ailleurs. Beaucoup moins. Beaucoup moins. Mais après, je suis pas spécialement tisane. Pour moi, l'eau, c'est largement suffisant. Les gens ne boivent pas. L'eau est suffisante à condition qu'on active, que ce soit par la réflexion plantaire ou avec les mains, ou que ce soit par du travail sur le bien-être ou l'hydrothérapie, ça active le corps. Mais lorsque les gens ne sont pas dans cette démarche-là, prendre de la tisane, c'est un moindre mal.
Oui, on va dire ça, mais il faut pas qu'on s'arrête là-dessus. Il faut dire, bon voilà, j'ai mal au ventre, je vais prendre la Yapana, point barre. J'ai mal au ventre, mais il y a un sens. Pourquoi j'ai mal au ventre? Pourquoi je ne digère pas? Je pense que c'est mieux d'aller fouiller, c'est ce qu'on appelle l'Ayurveda, aller fouiller pourquoi j'ai mal au ventre. Donc, j'ai dû mal digérer, ou j'ai été contrariée, ou j'ai fait des embouteillages, j'ai mal vécu mon embouteillage, et c'est pour ça que j'ai mal au ventre. Parce que boire la Yapana, on n'a plus mal à l'estomac, mais on n'a pas été sur le problème. On n'a pas cherché le problème au fond. Non. Et souvent, c'est ça qui Qui l'accumulation de ça. Ouais. Et je voulais le dire aussi, d'ailleurs, tout le monde le sait, l'une des pathologies qu'on a le plus souvent au niveau de l'estomac, c'est bien l'ulcère. Parce que l'accumulation de ces, j'allais dire, de cette névrose, de ces traumatismes, finit par créer une maladie organique. Voilà, exactement. Personnellement, en Ayurveda, on n'appelle pas ça maladie, on appelle état. Parce que c'était, à un moment donné, on a pris un choc et on n'a pas évacué ce choc-là. Du coup, aujourd'hui, on parle de maladie. Mais si à chaque soir, quand on rentre, on repasse sa journée, le matin avant de sortir, on se dit, bon, aujourd'hui, on a ça. On passe, avant de passer la journée, on passe dans son cerveau, les choses se passent bien mieux. C'est ce qu'on appelle la méditation. D'accord. Il nous reste 1 minute et demie. Qu'est-ce que Livre de Flore conseille aujourd'hui à ceux qui veulent, j'allais dire, se reposer, faire du bien à leur corps, faire des soins? Quel conseil vous allez donner Alors, moi, le conseil, je commence à dire que l'alimentation, quand on mange, on commence par la bouche. La mastication. Ça, c'est vraiment un conseil clé. Savoir mastiquer, manger lentement et manger moins. Ça, c'est le conseil. Oui. D'accord. Au niveau de l'eau? Au moins 2 litres d'eau par jour. D'accord. Et pour la purge, s'il n'y a pas d'hydrothérapie, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, mangez moins et mettez beaucoup plus de verre dans l'alimentation. Tous ces breads on peut manger. Moins de viande aussi? Beaucoup moins de viande, ça c'est vrai. C'est très difficile au corps de digérer la viande. Je ne dis pas que je suis contre la viande, le problème n'est pas là. Hein, mais peut-être manger moins. Sur ce point-là. Et maintenant, pour ceux qui souhaiteraient vous rencontrer, qu'est-ce que... Alors, je suis sur la Providence, à la rue des Lauriers, derrière un grand magasin très connu, au 14 rue des Lauriers. Vous pouvez venir me voir, vous pouvez m'appeler. J'ai un site www.hydrothérapieréunion.com. Je donne des conseils, posez-moi des questions, même à la télé quand vous regardez. Posez des questions, je suis vraiment enchantée de répondre, d'expliquer aux gens. Parce que donner la connaissance, partager la connaissance, c'est une richesse. Rester dans l'ignorance, c'est un gros péché. Merci Livre de Flore, en tout cas, merci pour vos informations. On se reverra, nous, sans doute à la rentrée, en tout cas, on verra un petit peu comment on aborde ça. Merci à vous, on va nous tourner la page avec le COSAIDI dans notre commune. Saint-Denis-la-Ville vous propose une séance d'aérobic en plein air le 6 juillet de 18h à 19h sur l'esplanade Antoine Séry de Champfleury, gratuit et ouvert à tous. Info 0262 20 39 00. Saint-Louis-la-Ville vous invite à son traditionnel marché de producteurs le 8 juillet de 6h à midi devant la mairie de la Rivière. Saint-Denis vous êtes invité au marché pays le 14 juillet de 6h30 à 12h30 à l'espace Ré de l'EPA de la Rivière. Venez nombreux découvrir les produits locaux du producteur au consommateur. Étant salé, Indira Concept organise la fête des enfants le 14 juillet de 7h à 19h à Croc Park. Info 0692 14 37 29. Saint-Denis-la-Ville vous propose une séance d'aérobic en plein air le 27 juillet de 18h à 19h sur l'esplanade Antoine Séry de Champfleury, gratuit et ouvert à tous. Info 0262 20 39 00. Trois-Bassins, vous êtes conviés à la course La Trois-Bassinoise le 29 juillet. Info 0693 90 89 53 ou au 0692 24 13 10. Saint-Denis-la-Ville organise une journée de consultation gratuite d'un avocat ou d'un hôtel le 11 août de 9h à midi à la salle polyvalente de l'hôtel de ville, rue Pasteur. Saint-Denis vous êtes invité au marché pays le 11 août de 6h30 à 12h30 à l'espace Ré de l'EPA de la Rivière. Venez nombreux découvrir les produits locaux du producteur au consommateur. Saint-Louis-la-Ville vous invite à son traditionnel marché de producteurs le 12 août de 6h à midi devant la mairie de la Rivière. Étant salé, MUTA organise la marche de la mutualité le 19 août de 8h à 16h à la forêt de l'étang salé.
Saint-Paul Latilulela vous invite à la deuxième édition de la boucle Parapente. Venez participer à la randonnée de 10 km ou au trail de 23 km le 26 août. Sainte-Suzanne, l'association Métis Hermane culturelle organise la fête patrimoine du phare de Bel-Air le 16 septembre de 9h à 17h. Saint-Pierre, ça y est, la grande course attendue, le Grand Raid aura lieu du 19 au 22 octobre. Étant salé cette année encore, la vague rose viendra déferler sur l'île. Le week-end du 3 et 4 novembre, rejoignez le Beaumont Odyssea à La Réunion de 8h30 à 11h30. Saint-Paul, la ville vous convie à l'exposition Marronnage refuser l'esclavage à l'île Bourbon au XVIIIe siècle jusqu'au 31 décembre. On vient donc avec notre jeune militant culturel et cette fois-ci, on va parler de nouveau entre un cosmo réunionnais et un gadian réunionnais. J'ai dit entre un cosmo réunionnais et un gadian réunionnais parce que à chaque fois, quand on parle de Madagascar, bonsoir. Bonsoir. Stéphane Seydou. Une association en particulier ou vraiment un militant culturel? Alors, les deux. Les deux. Quelle association? L'association Nivali. Qui veut dire? Qui veut dire... alors, ça vient du mot de l'instrument qu'on appelle le vali, c'est-à-dire un gros truc rond avec des cordes un peu comme une guitare qui ont des cordes, sauf que c'est sur le tour en fait. Et donc, il y a plein de possibilités à faire et souvent, il y a beaucoup d'artistes qui utilisent cet instrument. Comme Fénambé, par exemple. Ouais. Voilà. Je disais donc entre un cosmo réunionnais et un gadian réunionnais. Aujourd'hui, comment se définit Stéphane Seydou par rapport à la culture malgache? Alors, la culture malgache, elle est très diversifiée. Et donc, on parle en tant qu'ethnie, par exemple. Il y a 18 ethnies. Oui, il y a 18 ethnies à Madagascar. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Voilà. Est-ce que Stéphane Seydou connaît les 18 ethnies de Madagascar? Alors, moi, je ne les connais pas toutes, naturellement, mais je peux vous en citer déjà deux, donc, dont la Réunion fait un peu partie, c'est-à-dire Sakalave. Ça doit parler un peu quand même au Rayonnais quand on dit Sakalave. Ce qui veut dire? Alors, moi, je ne connais pas propre au mot Sakalave. L'étymologie, oui, d'accord. Je ne connais pas trop l'étymologie. Donc, et c'est quel endroit de Madagascar? Alors, c'est plus précisément sur la côte. D'accord. Sur la côte. Et aujourd'hui, les Malgaches de la Réunion sont plus de quelle origine, de quel endroit de Madagascar pour toi? Moi, je dirais plus vers la côte nord et la côte sud. D'accord. Parce que surtout la côte sud, parce qu'à la côte sud, en fait, il y a des rythmes qui se rapprochent un peu du maloya, en fait. Et donc, c'est pour ça que quand on écoute le maloya et quand on écoute un peu les rythmes malgaches du sud, on sent qu'il y a quelque chose qui est très proche, en fait. Si c'était cousin, en fait. Comme si le style de musique était un peu cousin. D'accord. Voilà. Stéphane, est-ce que aujourd'hui, Stéphane Seydou connaît son histoire, connaît l'histoire de Madagascar? Est-ce qu'il a envie d'apprendre encore? Est-ce qu'il connaît la culture? Qu'est-ce qu'il a envie de savoir de Madagascar, Stéphane Seydou? Alors, qu'est-ce que j'ai envie de savoir? Moi, c'est d'être au plus proche de cette culture. Parce que je sais que j'ai des ancêtres comme la plupart des Rayonnais. Et donc, moi, ce qui m'a beaucoup attiré à Madagascar, c'est que à l'époque, quand j'étais encore étudiant, j'ai commencé à faire la danse. Et c'est à partir de ça que j'ai décidé de m'intéresser beaucoup plus à la culture. Et s'intéresser à la culture, c'est une chose, déjà. Mais aujourd'hui, tu vis à La Réunion. Oui, c'est ça. Et comment on vit sa culture malgache à La Réunion? Comment on vit sa culture à La Réunion? La question est un peu complexe. Non, pas complexe. Quand on regarde aujourd'hui, les Réunionnais d'origine malgache font vie un peu comme tout le monde. Je veux dire, chacun a ses endroits, il y a les rassemblements, avec la commémoration de la date d'indépendance. C'est la fête actuellement.
Actuellement, oui, c'est la fête. En plus, ça a commencé depuis samedi. Moi, d'ailleurs, dimanche, j'étais à un dîner dansant où j'ai fait un très beau spectacle pour le dîner dansant qui a été organisé par Tina et d'autres personnes. Donc, Quand on est militant culturel, Oui. tu es un artiste. oui, je suis artiste danseur. Quel spectacle tu as fait lors de ce dîner dansant? Alors, j'étais dans cette tenue-là, justement, et j'ai fait la danse Iragas, la danse traditionnelle de Tana, c'est-à-dire de la région centrale de Madagascar. Et la lance, ça sert à quoi? Alors, la lance, alors j'apprends. Donc, la lance, c'est une lance qui vient du sud de Madagascar. Donc, ça permet, on peut faire de la danse, on fait de la danse avec. Généralement, c'est les hommes qui utilisent. D'accord. C'est danse de guerrier, ou on dit aussi souvent danse sauvage. Souvent. Pourquoi danse sauvage? Parce que la manière dont on danse, c'est plus une danse un peu plus sauvage, plus en Ça mode guerrier. Ça libère l'agressivité? D'un côté, oui, parce les hommes sont armés et ils sont là pour tuer des ébus et pour garder le trône de la reine ou du roi. D'accord. Là, aujourd'hui, en tant qu'artiste, comment tu te produis à La Réunion? Qu'est-ce que tu fais? Alors, comment je produis? Tout a commencé quand j'ai commencé à me produire en tant qu'étudiant. J'étais encore débutant dans la danse. C'était au Théâtre Champfleury. C'était la première fois où j'ai fait de la danse magage. Il y avait au moins 900 personnes dans un grand théâtre comme Théâtre Champfleury. Première fois que j'ai fait ça avec le stress qui monte. Donc après, ça m'a manqué. Donc j'ai voulu continuer, me faire des recherches, etc. Et après, j'ai continué dans ma lancée. J'ai commencé à faire partager à des plus jeunes que moi. Donc à l'heure d'aujourd'hui, je travaille dans plusieurs écoles en tant qu'intervenant, c'est-à-dire en milieu périscolaire, dans certaines écoles comme à Plateau-Caillou ou encore au port. Et donc même au centre de loisirs comme à Trois-Bassins ou à la mairie de Saint-Denis. Donc voilà. Comment le public apprécie ce que tu y apportes? Comment ils apprécient, c'est-à-dire que quand ils regardent ce que je fais, notamment les adultes, quand par exemple les adultes, les animateurs périscolaires par exemple, quand ils regardent ce que je fais, je représente généralement une maquette et ils lisent attentivement tout mon parcours, ma biographie, etc. Et donc ils voient ce que je fais et par moments je leur envoie un peu des vidéos pour leur montrer un peu de quoi je suis capable, etc. Et donc c'est à partir de ça qu'ils se font une opinion et que ça les intéresse beaucoup de faire partager ça aux enfants et même à d'autres personnes aussi. Comment, toi, cet apprentissage que tu as, cet apprentissage culturel, comment tu le vis avec la diaspora malgache à La Réunion? Alors, la diaspora malgache, pour l'instant, j'ai pas encore trop de contact avec la diaspora malgache, bien que je connais beaucoup de personnes dedans, mais j'ai pas trop de contact avec eux. Donc, je connais les personnes dedans qui s'organisent, mais pour l'instant, j'ai pas eu trop de contact. Plutôt par l'intermédiaire de Nivali, mais pas en solo. C'est-à-dire que Nivali est une association qui est généralement contactée par la diaspora, généralement, il me semble. Il me semble qu'on a été contacté une fois, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et sinon, moi, en solo, non. Parce qu'en solo, j'ai commencé il y a peu de temps, en fait. Pour être précis, depuis 2017. Depuis 2017, j'ai commencé à être professionnel en danse malgache en solo. D'accord. Alors, la question, c'est sur ce que tu fais aujourd'hui. Si demain, tu chantes, tu danses? Je danse pour l'instant, oui. Tu danses pour l'instant? Comment justement, tu vas continuer à apprendre, parce que apparemment c'est ce que tu as envie, c'est de continuer à découvrir, mais chaque ethnie a sa danse. Oui. Et tu as envie de savoir tout ça? Je veux tout savoir sur les ethnies, tout savoir sur le style de chacun. Après, Madagascar, au niveau de la danse, Madagascar est divisé en 6 parties. Les 6 grandes provinces. Diego Suarez, Fianratsu, Tuléar, Tananarive et Tamatave et Majunga aussi. Donc voilà, donc c'est les grandes régions, grandes parties. Et la danse malgache, généralement, quand on fait, on la divise en ces 6 parties. Chaque fois quand on fait des danses, que ce soit pour les festivités
ou pour les petits dîners dansants malgaches, on représente toujours ces six grandes parties. Après, chaque partie a plusieurs danses. Par exemple, le sud de Madagascar a 3 types de danses. Il y a le tsapik, qui est une danse très technique où généralement on bouge les épaules en même temps que les jambes. À voir comme ça a l'air facile, mais quand on essaye, c'est compliqué parce que c'est des J'en choses en suis même sûr que temps. c'est pas facile. Après, il y a par exemple le Kilialak aussi, qui est une danse à la queue Mhm. très amusant et c'est très viril, surtout comme danse. D'accord. Alors, Voilà. aujourd'hui, il y a cette culture, il y a cette commémoration donc, de l'indépendance. Quel regard le jeune Stéphane Saïdou porte sur Madagascar aujourd'hui? Je parle du développement du pays. Est-ce que c'est comme ça que vous veut que le pays se développe ou on aimerait bien que ça se passe autrement? Au niveau culturel, Non, pas au niveau culturel, au niveau du développement global. Aussi bien politique. au niveau politique, bah, j'ai pas trop regardé au niveau de la politique malgache, mis à part, enfin, dernièrement, si, parce que je m'y intéresse, parce que vu comme maintenant j'y vais, parce que là, actuellement, je vais bientôt partir, justement. Donc, c'est toujours intéressant de voir. Comment tu voudrais que ça se fasse, ça se développe? Comment tu voudrais que les dirigeants du pays fassent pour que le développement soit harmonieux, que tout le monde participe à ce développement et qu'il y ait un peu moins de... Pour les plus pauvres, je pense, qu'il y ait un peu moins de misère. Bah, déjà, il faudrait que tous ceux qui sont capables de s'exercer un métier là-bas, il faudrait qu'ils... comment expliquer ça? C'est-à-dire qu'ils doivent Prendre l'initiative. prendre l'initiative. Être audacieux. C'est ça, être audacieux et surtout bah, faire des produits locaux, fabriquer, il faut que tout soit fait maison et essayer de le vendre à l'international. Le tourisme pousse, c'est ce qui marche le mieux. Bah, actuellement, pour le tourisme, ça, c'est ce qui marche très bien, c'est ce qui marche le mieux pour l'instant à Madagascar, je dirais. Comme on peut voir la preuve, par exemple, à Maurice. À Maurice, par exemple, qui est une petite île, et pourtant, ils arrivent, pour moi, hein, je trouve qu'ils arrivent quand même à s'en sortir. Et que au niveau du tourisme, quand je regarde le tourisme à Maurice, c'est largement au-dessus de la Réunion. Je vais pas critiquer la Réunion, Ah non, mais... on peut critiquer la Réunion, pas de souci. Tu régleras des problèmes avec les Réunionnais après, mais tu peux critiquer. Donc, au niveau de la Réunion, Maurice, comme par dit, Maurice est bien au-dessus au niveau du tourisme. Là, Ça, c'est clair. justement, Madagascar est aussi un très gros potentiel touristique. Exactement. C'est un pays magnifique. Exactement. En tout cas, il y a beaucoup de monde qui viennent. Les gens qui sont passés ne font des louanges de ce pays. Comment faire en sorte pour que le tourisme se passe bien. pas seulement se passe bien, mais surtout que ça soit vraiment un atout mieux utilisé? Alors, pour que cet atout soit mieux utilisé à Madagascar, déjà, il faudrait que les Malgaches déjà soient plus ouverts. Soient plus ouverts au monde. Et ne pas hésiter à accompagner les personnes étrangères à divers trucs, le partage, la connaissance et tout ce qui va avec. Hein. Parce que pour l'instant, c'est pas encore ça. On dirait, moi je sens que ça vient, mais c'est pas encore comme on le perçoit un peu à Maurice. Stéphane Saïdou a envie un jour de dire je rentre au pays, je veux prendre les destins de mon pays en main, je veux me battre pour qu'il y ait plus d'égalité, il y ait plus de justice. Bah, moi j'aurais pas le pouvoir pour ça, mais si j'avais, oui, je le ferais. Faut le prendre, le pouvoir. Oui, il faut le prendre. Mais la culture, c'est la meilleure façon de faire. Moi, je m'exprime au niveau de la culture de la danse. Moi, j'ai envie de montrer à La Réunion, mais également dans le monde, que Madagascar a une très riche culture et que bah, c'est pas juste uniquement comme on fait à La Réunion, les cérémonies avec le truc spirituel. Non, c'est pas que ça. C'est vrai qu'il y a un peu de ça, mais c'est pas que ça. C'est vraiment qu'il y a quelque chose derrière et qui est vraiment très important, qui est de la culture qui est très riche, notamment au niveau du sagué, comment on l'utilise, comment s'habiller, tout a une signification. Et quelle est la signification de ça? Alors, la signification précise, je la connais pas,
Mais je sais que la plupart des Malgaches, quand ils dansent avec ça, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de la danse iragaz, qui est une danse qui peut être très proche de la danse moderne jazz, la danse moderne. Et c'est-à-dire qu'on fait des mouvements très précis, beaucoup plus précis, généralement on se met en harmonie avec la nature. C'est un peu ça qu'on fait dans la danse moderne, hein, si je ne me trompe pas. Mais la danse malgache, c'est un peu pareil au niveau de la danse de Tananarive, qui est très très présente au niveau de Madagascar. Surtout quand on fait la fête malgache, beaucoup de Malgaches portent cette tenue. En plus, ça tombe bien, c'est la fête en ce moment. Il nous reste 1 minute, Oui. Stéphane Saïdou. Quel est ton rêve pour Madagascar? Mon rêve pour Madagascar, c'est qu'il réussisse à être un grand pays qui peut être valorisé comme un tout autre pays qui est riche dans le monde, notamment gérer la France, parce qu'on est en France ici. Oui. Et qu'est-ce que toi tu veux faire pour que ton rêve se réalise? Pour que mon rêve se réalise, ce que je veux faire, moi, au niveau Continuer à danser? continuer à danser. Pour toi, c'est ça, ça va être ta façon de faire? C'est ma façon de faire, de m'exprimer et montrer que Madagascar est un beau pays. Est un beau pays qu'il ne faut pas hésiter à y aller. C'est même un très beau pays, Madagascar. Stéphane Saïdou, on aura l'occasion, j'espère, de faire le reportage, de le filmer pendant qu'il danse et voir un petit peu aussi quels sont les messages à travers la danse qu'il véhicule, voir un petit peu comment il essaye à sa façon d'aller vers son rêve, de faire de Madagascar un très grand pays. Merci Stéphane Saïdou, donc jeune militant culturel. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à la régie, merci à Hélène et merci à François donc pour leur collaboration technique. Moi, je vous dis portez-vous bien et je vous dis à demain.